TKO and the new WBC heavyweight champion of the world, the Great Claressa Franchement, cette soirée, elle était... C'était génial. J'ai passé un moment énorme et je m'en souviendrai toute ma vie. Bon, alors on y va, je vous raconte un peu l'histoire. Je vais commencer par vous raconter les combats qui ont eu lieu dans cette soirée. Alors pas tous, mais on va en prendre 4. Et puis après, je viendrai sur le plat de résistance Claressa contre Vanessa. C'est parti. Allez, c'est parti. Regardons donc les résultats de la soirée. Dans les gagnants, on retrouve Daniel Perkins, Samantha Worthington, Julian Smith et Michelle Rivera. Alors, commençons avec le combat de poids lourd, lourd léger. En 175 livres, Daniel Perkins affrontait Christian Fahey, la Britannique. Alors, un élément qui est intéressant dans ce combat, c'est que toutes les deux viennent d'une carrière sportive dans un autre sport. En l'occurrence, Daniel Perkins était une ancienne basketteuse et Christian Fahey une ancienne rugby woman. C'est un combat dans lequel Christian Fahey a eu énormément de cœur. C'était un combat en 6 rounds. Elles sont allées au bout, et ça fait donc une 5e victoire pour Daniel qui a été mentionné en conférence de presse par Claressa Shields, mais ça on y revient un tout petit peu après. Deuxième combat féminin de la soirée, Samantha Worthington contre Edina Kiss. Alors, Samantha Worthington, je vous l'avais mentionné avant, c'est la première boxeuse qui va être promue par Claressa Shields, par T-Rex Promotions. Elle promeut également un boxeur, qui boxait d'ailleurs cette soirée-là. C'est un combat qu'elle va remporter en 2 rounds. Edina Kiss va tout simplement arrêter au 2e round, faire un no mass. Et je décortique tout ça un petit peu après. Mais quand même un bon début, je dirais, pour Samantha Worthington. Enfin, The Quiet Storm, Julian Smith. J'ai enfin pu le voir combattre. Il est sourd-muet et donc ça pose quelques petites subtilités dans la gestion du combat. Alors, c'était un combat qui était très intéressant contre Shojaon Ergachev. Il l'a remporté. Ils sont allés au 10e round. Il a quand même knockdown Ergachev au 5e. Et ça, c'est pareil, je vous le décortique juste après. Et enfin, Michelle Rivera, la Zarzara Ali, qui a des faux airs de Mohamed Ali et qui en joue un petit peu, le jeune de 26 ans, qui l'emporte face à Hugo Alberto Roldan. 10 rounds, ils sont allés au bout des 10 rounds et c'était un combat très intéressant parce que 2 styles qui sont très très opposés. Voilà, on va décortiquer tout ça de suite. Alors, le combat de Daniel Perkins contre Christian Fahey, au début j'ai eu un peu peur. C'est parti avec une espèce de crochet, je sais pas quoi, droite loupée. Daniel Perkins a une attitude assez nonchalante, elle garde les bras très bas. Ce qui fait que Christian Fahey va la toucher à plusieurs reprises, notamment avec une droite assez piquante. Christian Fahey va aussi enchaîner des combinaisons. Elle envoie en haut puis en bas au corps. Elle gère plutôt bien la distance. À partir du 2e ou du 3e round, Daniel Perkins s'emballe. Elle passe en mode furie. Lorsque Daniel Perkins envoie le crochet du gauche en même temps que Christian Fahey envoie la droite, on voit de suite la différence de percussion et d'impact de Daniel qui envoie complètement balayer Christian Fahey et finit par complètement lui casser le nez avec une droite dévastatrice. Christian Fahey, faut lui reconnaître énormément de courage parce qu'elle avait le nez complètement massacré. Je ne sais pas comment elle faisait pour respirer et pourtant elle s'est accrochée jusqu'au bout du combat et elle a continué à essayer de placer ses coups et ses combinaisons. J'ai trouvé sa boxe beaucoup plus pragmatique et précise que celle de Daniel Perkins. Malgré tout, la puissance de Daniel et le fait qu'elle lui ait complètement éclaté le nez, je pense que ça a joué dans la perception globale du ring generalship et c'est elle qui remporte ce combat. Ça serait intéressant de voir Christian Fahey dans une catégorie de poids
un peu inférieur, là où sa puissance pourra rivaliser avec son adversaire. Alors pour ce qu'il est de Samantha Worthington contre Eddie Nakis, on note des petits défauts chez Samantha dans le positionnement. Elle a tendance à se pencher en avant et à faire un mouvement de rotation des hanches, mais pas le bon. Vraiment, elle se déséquilibre vers l'avant et ça peut être extrêmement dangereux si elle a une opposition qui est capable de la contrer. Bon, elle a eu de la chance, Eddie Nakis la contrait pas vraiment. Elle regardait beaucoup le sol, ce qui est vraiment une erreur à faire quand on esquive. On regarde encore son opposant, son adversaire, et donc ça a facilité la tâche à Samantha Worthington. Par contre, très intéressant, elle est capable de passer du southpaw à orthodoxe assez facilement, donc à travailler à l'avenir. Enfin, un de mes nouveaux chouchous, Julian Smith, The Quiet Storm. Au début, il a eu un petit peu de mal à trouver son placement, puisque là on avait une opposition typique gaucher contre droitier. Et la clé, vous allez le voir, c'est en fait de placer sa jambe avant à l'extérieur. Donc il a déjà knockdown rapidement son adversaire. Alors Julian Smith, il y a un élément qui est très important, c'est qu'il est sourd. Et donc il ne peut pas entendre la cloche de fin de ring. Comment fait-on? L'arbitre doit s'interposer. Julian Smith, il peut pas se permettre de regarder son coin pour voir les signes que lui fait son coach. Donc il faut vraiment avoir un arbitre qui est capable de s'imposer. Et sur le premier knockdown, c'est vrai que c'est un petit peu litigieux parce que c'est vraiment juste sur le son de la cloche et ça a été un petit peu questionné. Alors Julian Smith a également un jab qui est excellent, il l'a très bien utilisé. Il se positionne mieux, il arrive à mieux gérer la distance et à mieux couper le ring. Son adversaire malgré tout a été vaillant et donc c'est une victoire logique. Pour Ergachev, c'est dur. Michel Rivera, la Zarzara Ali. Alors, comment vous dire, j'ai eu l'impression d'avoir des hallucinations et de voir un jeune Mohamed Ali en train de combattre. Alors cette illusion, il joue un peu dessus, hein, et sur son short était marqué Ali. Deux oppositions de style complètement. En face de lui, son adversaire Roldan est beaucoup plus explosif, nerveux, mais il rate énormément. Donc il va envoyer beaucoup de coups dans le vent dès les premiers rounds et ça va peu à peu le fatiguer, l'user. Là où, j'allais dire Ali, Rivera va prendre le temps, il est patient et connecté. Patiemment, il avance jusqu'à ce qu'il a finalement gagné. Grosse différence également, on le voit à un moment donné, les deux touchent en même temps. Et ce qui fait l'avantage pour Rivera, c'est qu'encore une fois, les appuis sont bien mieux maîtrisés. Lorsqu'il touche en même temps que son adversaire se penche un petit peu, il n'est pas vraiment ancré sur ses appuis. Et donc, s'il y en a un des deux qui tombe dans ce cas-là, c'est Roldan. Ce sosie de Mohamed Ali va donc l'emporter. Et je pense que c'est un boxeur qui est encore jeune, mais qui mérite d'être suivi. Alors, on y arrive, le combat de la soirée, le combat principal, Claressa Shields contre Vanessa Lepage-Johannis. Bon, ça n'a fait que 2 rounds, donc il n'y a pas grand-chose à en dire vraiment, mais on va quand même élaborer sur 2-3 points. Alors au premier round, c'est d'abord un petit round d'observation, je dirais. Je vois Claressa qui essaye de calibrer un petit peu Vanessa et qui voit un peu quel débit elle peut proposer. Vanessa, pareil, plus ou moins, elle est vigilante, elle essaye de ne pas se faire attraper par Claressa. Malgré tout, Vanessa a ce petit défaut dont je vous avais parlé, c'est d'avoir une garde basse. Et elle, notamment, elle descend très vite sa garde et par contre elle met trop de temps à la remonter. Ce qui fait qu'elle est très exposée, notamment sur le crochet gauche. Et devinez quoi, le premier coup qu'elle prend de Claressa, c'est un crochet gauche. Et là, Claressa, elle mesure l'impact de ses coups déjà. Et je pense que ça la surprend, la puissance qu'elle a. On arrive au deuxième round. Vanessa adopte une stratégie beaucoup plus agressive. Elle lui fonce dessus. Elle essaye sans doute de mettre la pression. Claressa, elle est patiente. Et puis elle entend quelqu'un, alors c'est pas trop clair si c'était le coach de Vanessa ou quelqu'un qui parlait du coach de Vanessa, j'ai peut-être pas bien compris, mais qui dit à Vanessa, elle a peur de ta puissance, en parlant de Claressa. Bon, ça lui plaît pas trop déjà. Et puis ensuite, quand Vanessa lui arrive dessus, et qu'elle essaye de la taper à la tête, Claressa, elle l'attrape et elle lui met une droite, puis une deuxième, et là c'est parti en fait, hein. Elle enchaîne les combinaisons et elle amène au KO. Elle amène au KO parce que à ce poids-là, avec le muscle qu'elle a fabriqué, et je vous en avais déjà parlé, regardez un petit peu les épaules et les bras de Claressa. Voilà. Je pense que ça fait très mal parce que c'est pas juste une question de muscle ou de poids.
c'est la vitesse et la force. Donc, vous avez le mouvement des jambes, qui part des jambes, du bassin jusqu'au bras. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que Vanessa soit tombée KO aussi rapidement. Parce que j'avais en référence son combat précédent contre Abril Vidal, qui lui avait envoyé pas mal de parpaings de forain. Et en fait, elle bougeait pas, quoi. Vanessa, elle prenait les patates et elle avançait. Et là, j'étais étonnée, en fait. Mais bon, quand je vois la carrure de Claressa et la technique, finalement, c'est pas si étonnant. Alors, je vais vous partager 2-3 trucs que vous n'avez pas vus sans doute à l'écran. Je crois pas que ça a été diffusé sur DAZN. À un moment donné, il s'est passé quelque chose d'étrange. Alors que Julian Smith faisait son combat, je vois Claressa débarquer dans la salle, dans sa tenue de combat, et aller se diriger parler à certaines personnes. Alors c'est Claressa qui débarque avec la sécurité, avec son manager, et avec 2-3 personnes de son entourage. Et elle se dirige vers cet endroit de la salle pour parler à des gens. Et en même temps, il y a 2-3 fans comme ça qui débarquent et qui veulent prendre des photos avec elle. Elle ne refuse pas, elle fait les photos. Donc il y a ce moment un peu étrange. Et ensuite, elle repart à son vestiaire. Moi, je n'ai jamais vu, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais moi, je n'ai jamais vu un boxeur ou une boxeuse entrer dans la salle avant son combat, en tenue de combat, et faire quoi que ce soit. Que ce soit des photos avec les fans, que ce soit n'importe quoi. Il y a un cérémonial. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est flingué. Si Claressa est là, c'est peut-être que Vanessa elle a un problème et le combat va être annulé. Ce qui aurait été catastrophique. Mais après, j'y ai repensé au moment de la conférence de presse. Parce que Claressa, elle dit, dans ses remerciements, elle remercie Franchon Cruz de Zurn. À savoir qu'elles ont toutes les deux boxé depuis des années, depuis qu'elles sont très jeunes, à l'époque olympique, et c'est même Claressa qui a privé Franchon de son rêve olympique, et elles ont fait aussi leur début professionnel ensemble. Et donc Claressa, elle dit qu'elle remercie Franchon, sans qui, ce soir, elle n'aurait pas combattu comme elle l'a fait, et elle utilise une expression qui veut un peu dire qu'elle l'a ramené à la vie, enfin psychologiquement en tout cas. Donc il s'est passé quelque chose dans cette soirée. Claressa, à un moment donné, n'allait pas bien, on ne sait pas trop quoi, et malgré tout, elle est venue combattre. Elle parle vaguement de choses familiales qui l'ont, qui lui ont pesé pendant sa préparation, pendant son camp d'entraînement, et c'est sans doute quelque chose de cet ordre-là, j'imagine. En tout cas, c'était très bizarre. Voilà. En vrai, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'était une soirée complètement dingue. Moi, j'étais assise à côté d'un des arbitres. Donc moi, j'étais dans le coin de Claressa. Voilà, j'étais dans son coin, là, à côté des sièges rouges. Le cutman était à même pas une distance de bras de moi. Et j'étais assise toute la soirée à côté, quasiment toute la soirée, à côté d'un arbitre qui s'appelle Patrick Schmidt, qui est très sympa et qui arbitrait ce soir-là. Et donc, c'était assez drôle parce qu'ils venaient, on parlait, on tapait la discussion, il m'a raconté des anecdotes, plein de trucs. Il est dans le métier depuis une trentaine d'années, et il est pas mal encore impliqué dans la boxe amateur aussi. Et puis on parlait de plein de choses, et il me dit ouais, tout ça, machin, et puis après il se lève, il me dit ah mince, c'est à mon tour. Et puis il se lève, il va faire il va arbitrer sur un combat, et puis hop, il revient s'asseoir, et puis il repart, donc un combat sur 2. Et c'était complètement il revient avec du sang sur sa chemise et tout. Ah, j'ai pas pris d'autre chemise pour me changer, je fais quoi. C'était incroyable. À quelques mètres de moi, il y avait Thomas Hearns, donc bien sûr, je suis allée le voir, et de pouvoir parler à cette légende de Hitman, et de faire ça avec lui, de lui serrer la main et tout, c'était incroyable. Moi, j'ai eu l'impression de rentrer dans ma télé. Une soirée incroyable, franchement. Et voilà, donc je n'ai pas vlogué, mais au moins, parce qu'il y a des choses que je voudrais garder, qui m'appartiennent, et donc, au moins, je vous ai un petit peu raconté de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est tout, quoi. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, allez, j'arrête les conneries. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'ont donné de la force dans les commentaires. Franchement, ça fait super plaisir. Et je sais pas, si vous avez envie ou si vous osez, dites-moi si vous êtes une femme ou une fille. Ça me fera plaisir de savoir. Franchement, ça me fera plaisir. Bon, les gars, vous pouvez aussi, hein. Partez pas, c'est bon, partez pas.
Bon allez, j'arrête. Merci, ciao.